Le système, il a changé, il s'est consumé, mais il semble refuser d'entrer dans une nouvelle ère. Celle de l'égalité pour tous, celle de la justice et du progrès. Ce système regorge d'héros et d'héroïnes du quotidien qui, dans l'ombre, font souvent des miracles. Ce sont bien souvent des victimes de violences policières ou des militants œuvrant pour plus de droits et moins d'injustice. Derrière ces combats se cachent des âmes brisées, esseulées. Alors je vous propose un nouveau système, celui de femmes, sisters, et d'hommes qui souhaitent que l'amour revienne au cœur du système. Alors à vos casques pour plus de liberté, d'égalité et de spiritualité. Hello! Je sais, je vous ai abandonné la semaine dernière, j'ai déserté. Et je m'en excuse, j'avoue, mais c'était une semaine de repos pour moi et j'avais vraiment besoin de me recentrer, de prendre soin de moi, de vivre quoi. Hein, voilà. Et puis, de temps en temps, il vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité, n'est-ce pas ? Alors en ce mois de mai, qui est quand même un mois des commémorations, donc on a l'abolition de l'esclavage au niveau national avec la date controversée du 10 mai. On a eu également, on va avoir bientôt, puisque là j'enregistre, on est le 14 mai, le 22 mai et le 27 mai, les dates de commémoration de l'abolition de l'esclavage pour la Guadeloupe et la Martinique, et le 10 juin pour la Guyane. Donc, pendant ce mois de commémoration, je me suis posé la question de savoir quelle était la place de la femme antillaise dans la lutte et le militantisme. Enfin, d'où venait notre capacité, nous les femmes, à pouvoir nous investir dans certaines causes. Voilà. Et en fait, je me suis dit que ce serait important de comprendre quelle était la place de la femme dans la société antillaise et de comprendre aussi son rôle, comment son rôle a évolué dans ce monde devenu patriarcal. Bon, même si le patriarcat aux Antilles est différent de ce qu'on peut voir en Europe, voilà, dans une certaine mesure. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de s'interroger sur le concept de la femme poteau-mitan. Voilà. Donc dans cet épisode, on va voir ce qu'est la femme poteau-mitan. Est-ce qu'on doit diaboliser ce concept et le rejeter ? Est-ce que l'on doit le faire revenir au goût du jour, mais sous une autre forme ? Et est-ce qu'on peut... comment on peut transmuter les avantages, pas les avantages, mais les forces de ces femmes dans la sphère militante. Et c'est parti, let's talk! Alors, le concept de la femme poteau-mitan. Il y a encore quelques années, ce concept était clairement rejeté des sociétés antillaises. On a eu tout un tas d'intellectuels, d'artistes qui se sont érigés, et encore aujourd'hui, contre ce concept de la femme poteau-mitan. Et tout ça pour permettre au père antillais de retrouver sa place de père de famille, et non plus de géniteur, et l'éloigner de ce rôle de géniteur qu'on lui a cantonné déjà durant toute la période esclavagiste. Voilà. Donc, mais moi, ce qui m'a dérangé quand j'ai fait mes recherches pour écrire cet épisode, c'est que la plupart des personnes qui ont écrit sur le concept de la femme poteau-mitan se sont arrêtées uniquement à cette période esclavagiste. C'est-à-dire que voilà, tout ça venait de l'habitation, on le verra un petit peu plus tard dans cet épisode, dans le podcast. Mais voilà, moi j'étais un peu frustrée, je me suis dit, mais peut-être que cette attitude qu'ont adoptée les femmes de vouloir tout diriger, de tout régenter, peut-être que c'est une attitude qui vient aussi de nos ancêtres africains, et que peut-être que parmi nos ancêtres qui ont été déportés vers les Antilles, il y avait des femmes qui détenaient déjà ce pouvoir. Donc on va commencer par définir le mot poteau-mitan. Voilà. Donc l'origine de ce mot est issue de l'architecture des temples vaudous. Alors déjà, on a vraiment un côté spirituel, j'adore, dans ce concept. Donc c'est le poteau-mitan, c'est le poteau autour duquel les fidèles réalisent leurs invocations aux dieux. On y pose des offrandes,
on y dessine à même le sol des vévés. Alors les vévés, ce sont les symboles des esprits dessinés à même le sol. Voilà. Donc ce poteau est donc la représentation physique du lien entre les dieux et les hommes. Et donc sa verticalité représente également sa robustesse, et donc la robustesse aussi de la femme antillaise et haïtienne, voilà, puisque c'est le poteau qui porte aussi, qui supporte ou qui porte la bâtisse. Voilà, donc en revenant donc à cette source étymologique, on en revient également à une forme donc de déification de la femme. C'est comme si la femme était comme une entité vaporeuse qui aurait des pouvoirs surnaturels. Voilà. Donc moi je trouve ça intéressant, c'est comme si on était déifié, ça nous renvoie aussi, moi ça me fait penser aussi à toutes les croyances égyptiennes autour des pharaons, des dieux comme Isis, Osiris, Hérou, la Mat, etc. etc. Donc déjà, rien que dans ce mot a quand même une portée hautement spirituelle. D'accord ? Donc dans nos sociétés modernes, la femme potomitan est dépeinte aussi comme une femme courage qui affronte toutes les épreuves de la vie jusqu'à élever ses enfants seuls. D'accord ? Donc les familles monoparentales sont très présentes dans nos sociétés et la femme devient donc père, mère, mais aussi économiste, stratège. Tout le foyer repose aussi sur elle. Et c'est ce concept-là qu'ont rejeté beaucoup d'intellectuels antillais ces dernières années, le fait que tout repose sur la mère. C'est pas normal, ça lui fait une charge mentale incroyable. Et peut-être qu'il serait temps, ils se sont posé la question de savoir s'il serait pas temps de remettre le père au centre aussi du foyer. Voilà. Ça, on va le développer un petit peu plus tard. Donc, en somme, la femme potomitan est un symbole important de la force et de la résilience des femmes noires dans la culture haïtienne et antillaise. Elle représente également la place centrale de la femme dans la famille et la communauté. Alors, ce que je me suis posé également comme question, c'est d'où vient cette attitude au-delà de son origine spirituelle ? Certaines ethnies africaines sont basées sur des organisations matriarcales, comme les Akans du Ghana, où les femmes sont souvent des chefs de famille qui occupent des positions très très importantes dans ce type de société. D'accord ? Et chez les Akans du Ghana, les femmes ont une voix dans la prise de décision de la communauté. Et c'est ça qui est quand même très important. Et c'est en ça que je trouve qu'il est intéressant de faire le lien avec nos attitudes, nous, de femmes déesses en tant qu'antillaises ou afro-caribéennes. Alors, on va définir qui sont les Akans. D'accord ? Donc, les Akans, c'est un conglomérat en fait, de peuples vivant sur les territoires de l'actuel Ghana et de l'actuelle Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ils présentent une forte parenté linguistique, c'est-à-dire qu'ils partagent la même langue, enfin, avec ses variations, un peu comme pour nous avec le créole, en fait. Et donc, ils ont des liens au niveau de la langue, de l'ethnie et de la culture. Parmi ce conglomérat de peuples, on a la tribu des Ashanti. D'accord, je ne parle pas de la chanteuse. Pour ceux qui ont la référence, je parle du peuple des Ashanti. Et les Ashanti, c'est l'une des rares sociétés matrilinéaires en Afrique de l'Ouest méridionale. D'accord ? Et donc, concernant la langue, je disais tout à l'heure qu'il y a une forte parenté avec la langue, c'est qu'ils parlent le twi, qui est l'une des langues des Akans. D'accord ? Alors, le royaume des Akans. Ce qui est intéressant avec ce peuple, dont certains d'entre nous pourraient être originaires, c'est que la femme a une place importante dans la vie de la communauté. Et j'ai décidé de me focaliser sur l'accès au trône, puisque chez les Akans, on nomme des rois. C'est une organisation monarchique. D'accord ? Donc dans ces royaumes, l'héritier au trône n'est pas le fils du roi. D'accord ? Et comme c'est la femme qui décide un petit peu de tout ce qui va se passer au sein de la communauté, ce sont les enfants des femmes qui peuvent prétendre
à la succession. Et ça, c'est quand même assez original en Europe, et on l'a vu récemment avec l'intronisation du roi Charles. C'est la succession, hein, c'est le descendant qui fait que de la reine, les enfants de la reine ou du roi qui ont accès au trône. D'accord ? Donc ce qui veut dire que l'héritage et la charge de la fonction de roi se transmet d'oncle à neveu. Donc ça veut dire que ce sont les femmes qui vont choisir parmi les enfants de la sœur ou des sœurs le futur roi. D'accord ? Et non pas parmi les frères et sœurs. Et ça, c'est assez... je l'ai découvert en faisant mes recherches. Et donc l'enfant de la sœur est considéré comme le véritable héritier de l'homme, dans la mesure où c'est la femme, hein, c'est elle qui peut assurer la continuité de la lignée royale. Voilà. Même si elle ne l'exerce pas à proprement parler, ce pouvoir, mais les femmes, c'est la femme qui transmet le pouvoir, en fait. Et là, on en revient quand même à l'importance de la vie, le fait que la femme porte la vie, c'est aussi à elle, comme elle a porté la vie, de transmettre le pouvoir en choisissant parmi les enfants de ses sœurs. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Franchement, c'est magnifique. On aurait peut-être dû garder ce principe pour certaines situations dans nos sociétés, entre guillemets, modernes. D'accord ? Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec les Ashanti et les Akans, donc du coup, les Akans, le roi est aussi... donc le roi est choisi par un conseil de femmes. Donc c'est pas une femme qui choisit. Hein. Il y a une réunion, les femmes se réunissent en cercle de femmes. Et vous voyez, c'est une notion qui revient beaucoup en ce moment en développement personnel, en spiritualité, les cercles de femmes. Donc on a un cercle de femmes qui se réunit et ce sont les femmes de la famille royale. Et ce conseil est dirigé par la reine-mère, d'accord ? C'est-à-dire la mère ou la sœur utérine du roi. Et c'est à elle, à la reine-mère, qu'appartient en réalité le pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant. La femme potomitan, en fait, elle est dans le foyer, elle régente tout. Et l'homme, lui, ce qu'il doit faire, c'est d'aller matérialiser ce pouvoir dans la société. Donc, est-ce qu'en réalité, et là, je ne parle pas de régression féministe, etc., venez pas m'attraper ma veste là-dessus. Pour moi, dans ce concept de potomitan, c'est comme si la femme stratège, celle qui prend les décisions, elle reste dans l'ombre, mais en réalité, c'est elle qui tire les ficelles, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le royaume des Akans, chez les Ashanti. Et ça, je trouve que on a encore cette perception dans nos familles afrodescendantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi le symbole du pouvoir. Donc, dans le symbole du pouvoir chez les Akans, il y a ce qu'on appelle le biya. Le biya, c'est le trône en bois ou le banc. Alors ça me fait rire ça me fait sourire parce que dans nos sociétés antillaises, on a aussi cette notion de banc, principe en la cisée, d'accord ? Mais bon, ça peut-être qu'on pourra développer ça à un autre moment. D'accord ? Donc le roi est assis sur le biya, un trône en bois, et lors de son intronisation, il fait face à la reine-mère, d'accord ? Et il prête serment face à la reine-mère, et il s'assoit à sa droite. Alors vous voyez, il y a encore une notion de déification là-dessus. Il s'assoit à la droite de la reine-mère, comme dans la religion catholique où on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Voyez. Donc là, il y a encore cette notion de déification qu'on retrouve dans le potomitan du vaudou haïtien, où la reine-mère reste quand même une sorte de déesse. D'accord ? Ensuite, quand il prête serment face à la reine-mère et qu'il est assis à sa droite, là la reine-mère apparaît comme étant la représentante du pouvoir suprême. Et c'est aux femmes que sont confiés tous les rôles d'organisation de l'intronisation. Alors, est adossé aussi au concept de la femme potomitan, l'univers de la plantation. Alors, comme je le disais en début d'épisode, dans les recherches que j'ai pu faire, on a pu souvent avoir des retours d'intellectuels tels que Patrick Chamoiseau,
qui parlait de la naissance de ce concept dans la plantation. Bon, ce qui est vrai, hein, je ne remets absolument pas en cause ceci. Et c'est quand même intéressant de s'y pencher. Donc on sait qu'au cours de cette période, comme je le disais plus haut, le père est totalement exclu de ses devoirs, il est géniteur et rien d'autre, donc il ne peut absolument pas participer à la construction du foyer, à la partie économique de ce foyer, et c'est la mère qui endosse toutes ses responsabilités. Et pourquoi ? Parce que le maître de l'habitation compte sur la femme esclave pour enfanter d'autres esclaves, qui assureront la rentabilité de l'habitation. Voilà. Donc, la société esclavagiste a enfermé la femme dans ce rôle de maternité. Donc, la femme, elle aussi, est enfermée là-dedans comme étant un simple outil économique au service du maître. Donc, je vais vous lire un extrait de Chamoiseau qu'il a écrit, je crois que c'est... alors, j'ai pas retrouvé l'origine le titre du livre, mais ça reste quand même assez intéressant. La famille matrifocale se caractérise par la présence sous un même toit de femmes de plusieurs générations d'une même famille. Femmes qui partagent les responsabilités du ménage et de l'éducation des enfants. Elles s'organisent autour d'un réseau constitué de relations verticales entre différentes générations et de relations horizontales au sein de chaque génération. C'est une organisation qui donne la primauté aux liens entre générations. Dans ce type de famille, la grand-mère occupe souvent une position clé au centre de ce réseau. Elle est le nœud vital où convergent les informations et les ressources économiques, ce qui lui confère une autorité et un pouvoir important. Grâce à ceci, elle assume une partie du rôle habituellement dévolu au père dans la société occidentale. Et franchement, en lisant cet extrait, j'ai tout de suite pensé à ma grand-mère. Ma grand-mère, tout le monde habitait dans une cour parce que à l'époque, mes grands-parents avaient du terrain, jusqu'à maintenant, du terrain dans laquelle tous les enfants avaient pu construire leur maison. Donc c'était la cour, et ça c'est un modèle architectural entre guillemets très répandu aux Antilles. Et elle a perdu son mari très jeune, ma grand-mère, et elle a dû recréer cet environnement de poteau-mitant au sein de sa propre famille. Elle prenait toutes les décisions, elle décidait de beaucoup de choses. C'était parfois même un peu intrusif, je trouve, mais c'était le poteau-mitant de la famille. Elle décidait de tout. C'est elle qui régentait tout, c'est elle qui décidait de beaucoup de choses, et personne ne faisait un pas sans se tourner vers elle. Donc, on se rend compte que même sur nos générations, on a encore des références au sein de nos familles qui nous ramènent au poteau-mitant. Mais alors, comment changer la donne ? Comment utiliser ces avantages-là dans nos sociétés actuelles ? C'est la question que je me pose, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif pour l'homme noir, l'homme antillais. Il y a quand même des choses qu'on peut extraire de cette situation de souffrance, finalement, puisque être une femme poteau-mitant, c'est être une femme en souffrance. Donc, en recherchant, en approfondissant mes recherches, je tombe sur des écrits de Stéphanie Mulot, anthropologue à l'Université des Antilles, et qui nous donne des informations dans la matrifocalité caribéenne n'est pas un mirage créole. Donc ça, c'est le titre de son ouvrage. Et elle affirme que ce modèle, issu donc des traumas post-esclavagistes, a créé un patriarcat fissuré. Donc ça, je le répète encore, l'homme est quand même assez abîmé de ces siècles d'esclavage. Donc ce qui a entraîné la femme noire dans un modèle de résistance, un peu comme la mulâtresse Solitude qui s'en va se battre contre les troupes de Richepanse, enceinte, aux côtés de Delgrès, Ignace et les autres. Donc déjà parmi nos héros et héroïnes, on a quand même une femme, en la personne de la mulâtresse Solitude. Et parmi des femmes, il y en a eu d'autres dans les sociétés antillaises qui ont pu se démarquer comme elles l'ont pu au sein des luttes. Donc, la première référence qu'on a, c'est la mulâtresse Solitude.
Mais de plus en plus, les militantes féministes antillaises ont pour mission, ont décidé quand même de déconstruire le mythe du potomitan, comme je le disais en début d'épisode. Et Stéphanie Mulot explique que ces militantes féministes ont vu le concept du potomitan comme une forme d'arnaque. Et elle explique, je cite, « Arnaque parce que la vie du potomitan, c'était de servir l'homme de la maison, c'était d'être toujours en retrait, c'était de ne pas penser à soi. » Voilà, c'est ce que Stéphanie Mulot affirme lors d'une interview sur Outre-mer la première. Et donc elle s'engage et elle s'insurge contre cette représentation des femmes antillaises. Et donc certaines femmes ont pu transformer peut-être ceci. Je me suis dit, mais bon, d'accord, c'est chiant d'être une femme potomitan parce que ça sert à servir l'homme. L'homme échappe à ses responsabilités de père, etc. Mais est-ce qu'on doit rester que sur ce constat ? Parce que dans toute épreuve, dans toute souffrance, il y a quand même moyen de transmuter et de transformer le négatif en positif. Et en cherchant un peu, donc il y avait la mulâtresse solitude dans un premier temps, mais on avait aussi, on a dans la sphère politique antillaise, guadeloupéenne en tout cas, des femmes qui ont pu utiliser leur qualité de stratège et d'économiste, enfin plutôt de stratège, dans la sphère politique. Et en cherchant un peu, on a déjà Gerty Archimède. Gerty Archimède qui a été quand même la première femme inscrite au barreau de la Guadeloupe. Je crois que c'était en 1939. Alors qu'à l'époque, devenir avocate et être nommée au barreau était quand même était pas chose aisée. C'était même quasi impossible pour les femmes de l'époque. Et puis plus récemment, alors on aime ou on n'aime pas, mais bon, il y a quand même Lucette Michaud-Chevry qui a fait quand même preuve d'une forme de mainmise sur la sphère politique. Aucun homme politique ne lui résistait. Elle a su, de par sa stratégie, ses stratégies plus ou moins controversées, s'imposer dans le paysage politique local à l'époque où très peu de femmes avaient réussi à se démarquer et à prendre le pouvoir. Elle a quand même pris le pouvoir. D'accord ? Donc, quand on voit que ces figures féminines, alors il y a Marie Scondé, il ne faut quand même pas oublier Marie Scondé aussi, qui a su transporter la culture antillaise, alors outre-Atlantique, mais en tout cas aux États-Unis, et qui est très respectée aujourd'hui aux États-Unis. Donc voilà, je me dis, je me pose quand même la question de me dire, voilà, ces femmes ont réussi à asseoir leur autorité féminine dans un monde très très masculin. Mais je me dis est-ce qu'on a pu avancer comme on le voulait, parce que je trouve que les femmes sont pas suffisamment représentées. Est-ce qu'il y a encore des freins à l'évolution de la femme dans l'univers du militantisme et de la sphère politique? Mais surtout, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il serait peut-être possible de compiler, alors ce seraient des études à faire, hein, des études sociologiques, psychologiques ou autres en tout cas, pourquoi ne pas se poser et créer un nouveau modèle basé sur les qualités de ces femmes. Voilà, parce que quand on prend l'exemple de Lucette Michaud-Chevry, sa méthode de travail reste quand même assez masculine. D'accord ? Alors je ne peux pas en dire autant pour Gerty Archimède, je ne l'ai pas connue. Il faudrait peut-être que je fasse un petit peu plus de recherche sur elle pour me faire ma propre idée, mais est-ce que ce serait possible d'intégrer les comportements, les victoires, la foi en fait de ces femmes-là dans la sphère politique, dans la sphère décisionnelle au niveau et du militantisme et de la sphère politique? Je pense que c'est possible. Alors, dans certains articles, j'ai vu que certains parlaient de Josette Borrell l'incertain, par exemple, aussi. Bon, il faut savoir aussi que dans le monde politique, parfois, les stratégies masculines les emmènent à mettre en avant une femme. Mais c'est pas parce que... c'est pas toujours parce qu'il y a du respect pour elle, c'est parce que le contexte économique et social impose un peu plus de douceur. En général, souvent on dit que quand on met une femme à la tête d'un grand organisme, c'est que la tâche est ardue. On le voit en ce moment avec la première ministre. Hein. C'est pas parce que je pense pas qu'elle est arrivée là parce que Macron l'a trouvée géniale.
Il s'est dit, c'est trop compliqué, aucun homme ne voulait relever le défi, donc on se dit souvent, on met une femme, parce que comme les femmes sont toujours victimes de ce fameux plafond de verre, elles accepteront forcément plus facilement qu'un homme. Voilà. Donc voilà, ça fait partie de mes interrogations. Si vous avez des idées, si vous avez j'aimerais bien avoir votre ressenti, votre avis sur cet épisode. Donc vous pouvez me retrouver sur la page Instagram de Système, donc Système, SIS-T'-AIM, sur la page Facebook également. Et puis vous avez toujours la possibilité de me laisser des messages audio sur Spotify. Voilà, donc je les attends et je serai ravie d'échanger avec vous et pourquoi pas repartager ces audios dans le prochain épisode. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao. Si vous êtes encore ici, c'est que vous vous êtes imprégné de toutes les paroles diffusées au cours de cet épisode. Et je vous en remercie vivement. Si vous aussi, vous voulez œuvrer vers un autre monde, alors merci de partager cet épisode à qui voudra l'entendre. Soyons tous des colibris qui répandent les prémices d'un nouveau système. Rendez-vous pour le prochain épisode sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À bientôt.